Nous sommes de retour dans votre édition du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, on va ouvrir notre rubrique l'interview éco. Et pour ce faire, je suis en plateau avec Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste et président du cabinet ACDFI aux commandes de l'économie et de la finance. En commençant votre interview, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous faites partie des économistes qui pensent que l'inflation peut se réguler par elle-même avec le simple jeu de la concurrence sur le marché du travail et la concurrence des produits? Malheureusement non, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un an même, ici même d'ailleurs, je pense, j'avais annoncé qu'il allait y avoir une augmentation de l'inflation. À l'époque, on me rionnait, entre guillemets, on disait, mais non, l'inflation c'est transitoire, vous savez, les banques centrales disaient non, il n'y aura pas d'inflation. Et en fait, le problème c'est qu'il y a deux types d'inflation. Il y a l'inflation, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la moins bonne. Il y a la bonne inflation, effectivement, celle qui s'autorégule, c'est-à-dire qui est liée à la demande, donc il y a une demande forte, le chômage baisse, les salaires augmentent, donc on peut tout à fait digérer l'inflation. Ça, c'est, on va dire, une inflation normale qui serait autour des 2,5-3%. Moi, j'ai toujours milité pour ce type d'inflation. Et puis, il y a une inflation moins sympathique, celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui dépasse largement, effectivement, les 3%. On a encore hier les chiffres en Allemagne, 7,3%. Pour l'instant, en France, on est à 4,2%, mais on va là aussi monter bientôt à 5 ou 6%. Et cette inflation n'est pas due à la demande, enfin, du moins nationale, elle est due effectivement à un mouvement mondial d'augmentation effectivement des prix, des cours des matières premières, mais ça, évidemment, c'est un petit peu le bouc émissaire idéal. Hein. La guerre en Ukraine, bien sûr, c'est dramatique d'un point de vue humanitaire. Ça génère des tensions sur les prix des matières premières, d'où cette inflation. Mais l'inflation était déjà là avant. Ne l'oublions pas d'où elle vient, cette inflation. C'est qu'en 2021, alors qu'on avait déjà une reprise économique, les États ont continué leur gabegie de dépenses publiques et les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, ont continué leur planche à billets. Donc, ça... mécaniquement, ça a alimenté l'inflation, en fait. Exactement. On a injecté, effectivement, trop, d'essence dans le moteur. Donc la demande est supérieure à l'offre, donc ça c'est la règle de base de l'économie, c'est ce qui a fait monter les prix, avant même effectivement la guerre en Ukraine. Donc ensuite arrive cette guerre en Ukraine avec la Russie qui est premier exportateur mondial de blé, de gaz, deuxième exportateur mondial de pétrole, exportateur. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin entre guillemets des matières premières russes, même avec l'Ukraine également pour le blé, donc ça fait que les prix ont flambé. Et donc c'est ça qui devient dangereux, c'est que cette inflation elle devient non maîtrisable. D'accord, non maîtrisable. Alors justement c'est toute la question, vous l'avez dit, l'inflation en Allemagne, quasiment 8%, l'inflation en Espagne, quasiment 10%, l'inflation en France, 4,2%, bref, effectivement, l'inflation atteint des records partout. Hier, Christine Lagarde a confirmé que, avant de relever ses taux, elle voulait finir son quantitative easing, elle voulait finir de l'épurer, donc ça nous amène à la fin du T3 2022. En parallèle de ça, on a quand même des PMI qui sont pas mauvais, finalement, qui laissent supposer quand même en réalité que l'économie, la croissance de l'activité est là. Est-ce que, c'est une question un peu provocatrice, mais est-ce que vous pensez que la BCE pourrait ne pas relever ses taux pour éviter la stagflation dont vous parlez régulièrement? Je pense que le problème de la Banque centrale européenne, c'est qu'elle est prise à son propre piège. Hein. Il y a eu une erreur de diagnostic, il faut être clair. Comme la Fed finalement. Pire chez nous, parce que la Fed, dès le mois de octobre-novembre, hein, le Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a dit « Bon, je fais mon mea culpa, excusez-moi, on s'est trompé, voilà. » Bon, la BCE continue encore, vous l'avez dit, à dire aujourd'hui, non, on va continuer le quantitative easing. Mais encore une fois, quand on a effectivement une récession ou la pandémie au tout début, là, on comprend. Mais là, aujourd'hui, on a une inflation qui explose. N'oublions pas que l'inflation, c'est une des missions principales de la Banque centrale européenne. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais la BCE ne peut pas influencer sur les prix des matières premières. C'est vrai, sauf qu'elle peut, par exemple, influencer sur l'euro-dollar. Parce que si, effectivement, on a un écart de taux d'intérêt important entre les États-Unis et la zone euro, l'euro va baisser. Et si l'euro baisse, eh bien ça augmente l'inflation importée. Donc de ce point de vue-là, la BCE peut agir effectivement sur l'inflation au travers de l'inflation importée. Donc, et de l'euro-dollar. Parce que là, le danger, c'est ça, c'est que ensuite, ça devient justement incontrôlable et qu'à ce moment-là, l'euro baisse très fortement et qu'on ait une inflation importée durable. Donc c'est, vous l'avez dit, le mot, hein, stagflation, ça veut dire inflation élevée, stagnation économique. Et là, c'est vrai que les banques centrales, elles sont bloquées parce que si elles augmentent les taux, ça alimente la stagnation économique. Et si elles ne font rien, ça alimente l'inflation. Donc c'est un vrai drame économique. Un vrai dilemme en fait, en réalité. La bonne nouvelle, c'est vrai que on va avoir, je dirais, à partir de la fin, on va dire, automne, on va dire 2022, effectivement, il y aura un mouvement de basculement. On espère que la guerre va bientôt s'arrêter et qu'à ce moment-là, on pourra retrouver des prix des matières premières relativement, je dirais, normaux. Mais néanmoins, ça va encore durer quelques mois. Donc ça veut dire que là, on a le sentiment, parce que n'oublions pas que la force des banques centrales, c'est leur crédibilité. Là, aujourd'hui, quand on dit, oui, je continue à la planche à billets, entre guillemets,
guillemets, même si j'ai une inflation à 7%, c'est pas crédible. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Du moins, est-ce que le pilote sait conduire? Donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Je dis, c'est les conséquences qu'on va avoir à long terme. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, les taux d'intérêt des obligations d'État augmente très fortement. Si on prend le cas de la France, on est à 1,1%, c'est pas énorme, ce sont quand même des sommets depuis mars 2017. Donc ce qui veut bien dire que, attention, aujourd'hui, même si on continue justement ces liquidités, ces injections de liquidités, le taux d'intérêt à long terme continue d'augmenter. Puis il faut aussi oublier que l'une des missions de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité financière. Or là, on l'a vu en 2021, elle a alimenté des bulles boursières, des bulles obligataires. Et donc là, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il faut faire attention parce que quand on a des bulles, après on a des cracks. Et donc, ensuite, les banques centrales européennes, les banques centrales au change, notamment la BCE, sont prises là aussi à leur propre jeu. À leur propre jeu. Vous parlez des bulles qu'elles créent. Il a fallu quand même soutenir l'économie pendant ces 2 dernières années. Ça a creusé les déficits publics partout en Europe. Est-ce que on lit régulièrement que l'inflation permet de réduire facilement les niveaux de dette publique? Est-ce que c'est vrai? Effectivement, ça, globalement, c'est la baguette magique. On se dit, bon, voilà, effectivement. Pas les niveaux d'inflation comme ceux d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, encore pour être simple, c'est que le vrai coût de la dette, ce qu'on appelle le taux réel. Donc, il y a le taux monétaire, effectivement, auquel on va retirer l'inflation. Donc, quand l'inflation est élevée, donc, ça fait du taux réel négatif. Donc, on se dit, c'est l'inflation, finalement, qui prend en charge cette dette. Ça, c'est dans le cas idéal où on a une petite inflation à 2,5-3%. Le problème, c'est que quand l'inflation est très forte, ça casse l'activité économique. Et donc, si ça casse l'activité économique, ça veut dire demain, j'aurai encore plus de déficit, donc plus de dettes. Donc, ce qu'on a gagné d'un côté, on le perd de l'autre. Donc, c'est très dangereux, ce jeu de dire, ah bah oui, c'est l'inflation qui va financer la dette. Non, parce que si ça casse la croissance, on n'a absolument rien gagné. Il ne faut pas oublier que à quoi ça sert la dette publique? Ça sert à générer de la croissance. Or, si effectivement, je n'ai pas de croissance, je peux même pas financer les intérêts de ma dette. C'est ça le problème de la dette, ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire, est-ce que ma dette est suffisamment génératrice de croissance pour au moins payer les intérêts de la dette. Or, si on va prendre le cas de la France, ça n'est pas arrivé depuis 2007. Vous vous rendez compte ? Malgré taux d'intérêt zéro, on a quand même effectivement une charge de la dette qui est autour des 30 à 35 milliards chaque année. Donc c'est pas rien. Et maintenant que le taux d'intérêt augmente, je fais un petit calcul très simple. Quand vous avez une hausse du taux à 10 ans, du taux d'intérêt de l'OAT d'un point, donc 100 points de base, un point, ça coûte 39 milliards sur 10 ans. C'est pas rien. Donc ça veut dire que si vous ajoutez encore ça demain, on monte à 2% par exemple, on est à 80 milliards quasiment. Donc ça va très très vite. Et donc, encore une fois, le problème qu'on a, c'est qu'avec cette pandémie, on a l'impression que les milliards, ça coûte rien. On a augmenté la dette publique de presque 500 milliards d'euros. On dit, bon, ça va, c'est rien, c'est pas méchant. Ah oui, mais ça a un coût, elles sont là. C'est un coût, et surtout aujourd'hui que les taux d'intérêt augmentent et que les banques centrales, notamment la BCE, vont arrêter cette planche à billets. Donc, ça veut dire que les États vont devoir aller chercher des investisseurs pour acheter leurs dettes. Et quand vous êtes surendetté, les investisseurs vont dire, OK, je veux bien vous prêter, mais avec une prime de risque, c'est-à-dire avec une hausse des taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt augmentent, même si j'ai de l'inflation qui la rogne un petit peu, eh bien, ça casse l'activité économique, donc ça fait du chômage, et ainsi de suite. Donc, on n'a absolument rien gagné. Donc, absolument rien gagné. Justement, alors, dans ces cas-là, est-ce que ça vaut le coup de détenir des obligations souveraines aujourd'hui? Non, surtout pas. Ça fait longtemps. J'ai souvent annoncé, ici même également, aujourd'hui, dans une phase de remontée des taux, effectivement, le cours des obligations d'État a tendance à baisser. Donc, c'est absolument pas, il ne faut pas mettre dans le portefeuille. Par contre, on peut, ce que j'ai souvent conseillé aussi, acheter des obligations indexées sur l'inflation. Où là, ça suit effectivement l'évolution de l'inflation. Donc, finalement, là, on s'en sort pas trop mal. Donc, par contre, après, évidemment, si on a un objectif d'investissement de très long terme, il faut toujours rester sur les marchés actions, un petit peu l'immobilier, etc. Là, il n'y a pas de danger. Mais c'est vrai qu'à court terme, on va avoir une très, très forte volatilité. D'accord, donc éviter les marchés obligataires souverains. Marc, est-ce que vous pensez qu'en cas de cessez-le-feu en Ukraine, les indices européens, et donc particulièrement le CAC 40, pourraient retrouver ces niveaux d'avant-crise où l'environnement macroéconomique est finalement si délétère, si difficile que c'est impossible? Alors, en fait, le vrai enjeu aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est que on a toujours ces injections de liquidités. Donc, si effectivement demain la guerre s'arrête, qu'on a toujours ces injections de liquidités, oui, les marchés peuvent retrouver leur niveau d'avant-crise. Sauf qu'après, ils vont être rattrapés par quoi? Par l'augmentation des taux d'intérêt, qu'on a également évoqué tout à l'heure. Et une inflation qui va rester là, plus l'augmentation des taux d'intérêt, donc ce qui va calmer effectivement les marchés boursiers. Il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire que autant en 2020, encore une fois, je comprends qu'on ait agi, injecté des liquidités,
Autant en 2021, là on a alimenté une bulle. Les banques centrales ont fait du clientélisme, elles ont fait plaisir au gouvernement, elles ont fait plaisir au marché, et ça a été extrêmement dangereux, je dirais, parce que ça a alimenté ces bulles. Donc n'oublions pas qu'on est sur des marchés qui sont quand même très chers, quoi qu'il arrive. Est arrivé évidemment la guerre en Ukraine, donc là il y a de la spéculation, avec un baril à $130, c'était de la spéculation évidemment, hein. Donc le niveau d'équilibre c'est 75-80 $ le baril, donc là on n'y est pas encore, pareil sur les cours du blé, etc. Donc si la guerre s'arrête demain, on l'espère tous bien entendu, ça sera un bienfait d'un point de vue humanitaire, mais également ça permettra aux matières premières de repartir légèrement à la baisse. Parce qu'il y a toujours quand même des pénuries aujourd'hui au niveau mondial. On a toujours une demande supérieure à l'offre. Avec le pétrole, effectivement, ça risque de se calmer quand même, puisque plus le pétrole monte, plus ça casse la demande. Et puis à ce moment-là, il y a moins effectivement de demande. Donc les cours du baril repartent à la baisse. Donc voilà, ça c'est quand même de bon augure quand même pour les marchés boursiers. Ça veut dire que si on a effectivement une petite dégringolade, ça remontera un petit peu, mais on aura quand même du mal à rester au-dessus des 7000 points si on prend le CAC 40 par exemple. D'accord, donc on anticipe une baisse des résultats d'entreprise au cours de l'exercice 2022 Tout le problème est là, c'est qu'effectivement, entre guillemets, on a eu une sorte d'euphorie, même en 2020, c'est horrible à dire, et en 2021, malgré la pandémie. Donc maintenant, effectivement, avec cette inflation, avec également donc ces risques sur les taux d'intérêt, on aura un peu moins de profit. Puis n'oublions pas qu'on a un ralentissement de la croissance. Là aussi, avant même la guerre en Ukraine, hein. C'est-à-dire qu'on avait des indicateurs qui montraient bien, même si les PMI, comme vous l'avez dit, sont assez bons, notamment aux États-Unis, mais néanmoins, on a un ralentissement par rapport à 2021. C'est-à-dire qu'on retrouve une croissance plus ou moins normale, donc c'est autour des 2% dans la zone euro, pareil en France pour 2022. Mais attention, le danger, c'est qu'on a une sorte de déphasage entre les États-Unis qui résistent bien, et puis la zone euro, l'Europe qui souffre. Commence un peu à s'essouffler. Donc parce que les grands perdants, il faut le dire clairement, de cette crise en Ukraine, cette nouvelle crise, c'est l'Europe. Ouais. Les Américains aujourd'hui, finalement, ils s'en sortent pas trop mal, puisqu'ils ont une activité intérieure qui est forte, ils sont indépendants énergétiquement, également sur le blé, etc. Donc finalement, eux, d'ailleurs, c'est presque des positifs pour leur, je dirais, éventuellement certaines de leurs exportations. Mais néanmoins, on a quand même une Europe, encore une fois, qui est comme d'habitude le danon de la farce. Ok. Une dernière question, Marc, on a très peu de temps. La bourse russe a réouvert lundi. Est-ce que c'est une opportunité ou... Enfin, effectivement, là, je vois le rouble par exemple qui est remonté, c'est sûr, il est tellement baissé, c'est sûr que quand on voit des mouvements d'effondrement, c'est sûr que c'est une opportunité de revenir, bien entendu. Pourquoi pas? Encore une fois, il faut regarder la reconnexion par rapport à la réalité économique. Mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, personne n'est dans la tête de Poutine, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain sur la Russie. Mais c'est vrai que si on a une sortie par l'eau de la Russie et de l'Ukraine, bien sûr, on peut l'espérer, là ça pourra redevenir valable, effectivement, d'investir là-bas, mais attention quand même, parce que toutes les entreprises, tous les États qui ont puni la Russie, je ne crois pas que les Russes, quand on va retrouver une situation normale, vont les accepter de nouveau. Donc là, il risque d'avoir des mauvaises surprises. D'accord, des nationalisations, des marchés fermés, le marché local russe fermé. Voilà, ou encore une fois, on va préférer les Chinois, on va préférer d'autres aux investisseurs, et donc il y aura des sanctions ex post malheureusement, donc après la guerre, pour nous, on va certainement payer ce qu'on a fait là, malheureusement, vis-à-vis de la Russie, qui est quand même, en termes de PIB au niveau mondial, 15e, oui, mais en parité de pouvoir d'achat, c'est quand même 4% du PIB mondial, c'est pas rien, la France c'est 2%, vous voyez, donc quand on regarde bien la contribution à la croissance mondiale, c'est quand même pas rien. Voilà. Merci beaucoup, avec Marc Toiti, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du cabinet AC Défis et que, eh bien, écoutez, c'est un plaisir à chaque fois de vous entendre dans plaisir vos partagé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour votre rubrique La Minute Pédagogique. À tout de suite sur Téléfinance.